de Dario Vergari, c'est un peu comme regarder notre propre société dans un miroir déformant. Un miroir qui nous renvoie une image assez inquiétante. On va plonger ensemble dans ces univers où l'humanité est vraiment sur le fil du rasoir. Alors, voilà le programme. On va commencer par ce monde au bord du chaos, puis on verra l'impact sur l'individu, ensuite on va se pencher sur la crise de la foi, ce que ça révèle de la nature humaine, et pour finir, la grande question, y a-t-il des solutions? Allez, on attaque. Première partie, un monde au bord du chaos. Et en fait, on commence par la fin. Le moment où tout bascule, où le monde qu'on connaît disparaît dans une catastrophe immense. Et pour bien saisir l'ampleur du désastre, rien de tel qu'une citation tirée de son roman Phoenix. Écoutez bien. Le génie de la lampe était sorti de son sommeil et en un clin d'œil avait produit plus de victimes que les 2 guerres mondiales réunies. Ça pose le décor, hein. On est tout de suite dans le bain, au cœur de l'apocalypse. Et les conséquences, eh bien, elles sont terribles. C'est un effondrement total. On parle d'une guerre nucléaire mondiale, bien sûr, mais ça ne s'arrête pas là. Derrière, il y a la famine, les épidémies qui se propagent, les pillages, c'est le retour à la loi du plus fort, purement et simplement. La société s'écroule et de nouvelles alliances, souvent forcées, doivent se créer. Voilà la réalité à laquelle les personnages sont confrontés. Bon, on a vu le chaos global, mais au milieu de tout ça, qu'en est-il de l'individu? C'est ce qu'on va voir maintenant. Dans ce monde qui a perdu tous ses repères, l'individu, lui, se retrouve complètement perdu. Ce sentiment d'impuissance, il est parfaitement résumé ici. Le personnage principal, Oberon Yang, pense, avec la conscience qu'il y avait très peu de choses que nous pouvions faire pour nous abriter des vents féroces de l'atome. On sent bien le poids de cette fatalité, cette idée que des forces gigantesques nous dépassent complètement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas juste l'histoire d'un seul homme. Non, chez Vergari, cette solitude, ce sentiment d'être un paria dans un monde devenu méconnaissable, c'est une expérience universelle. C'est comme si c'était la nouvelle condition humaine. Alors quand tout s'effondre, à quoi on se raccroche? On cherche un sens, désespérément. Et c'est là qu'on arrive à notre 3e point, la crise de la foi. La foi, chez Vergari, a vraiment 2 visages. D'un côté, c'est un refuge, le seul port où s'amarrer quand tout tangue. C'est une source de force, un but nouveau. Mais de l'autre, c'est un piège, un marécage qui peut vous engloutir. Ça peut devenir un moteur de fanatisme, un outil de contrôle. C'est toute l'ambiguïté du sujet. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, des querelles religieuses qui n'en finissent plus, des fanatiques de tous bords qui s'en prennent aux innocents, et surtout, l'émergence d'un nouveau gouvernement théocratique, le peuple des livres. La foi n'est plus une affaire personnelle, elle devient une arme politique. C'est là que ça devient vraiment dangereux. Bon, une fois que le vernis de la civilisation a craqué, qu'est-ce qui reste de nous? De la nature humaine? C'est une question centrale chez Vergari, et il n'hésite pas à explorer les recoins les plus sombres, mais aussi les plus lumineux. Commençons par le côté obscur. Il y a cette phrase terrible qui dit « La haine est la plus puissante des émotions, une rouille corrosive de l'âme, un catalyseur encore plus fort que l'amour. » Ça donne le ton. Dans ce monde de survie, la haine devient un moteur incroyablement puissant. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Juste après, en plein milieu de cette désolation, on a l'amour. L'amour entre Oberon et Shayla, qui persiste malgré tout. La narration nous dit simplement « C'était toujours fantastique dans toutes les années qui suivraient ». C'est cette petite étincelle d'espoir, cette lumière qui refuse de s'éteindre. Alors face à ce tableau assez sombre, on en arrive à la question cruciale. Existe-t-il des solutions? Vergari en explore plusieurs, mais attention, chaque solution a un prix, et il est souvent très très élevé. Première piste, un grand classique de la science-fiction, la technologie. Est-ce que l'ingéniosité humaine peut nous sauver du désastre qu'on a nous-mêmes créé? La réponse dans Phoenix est une sorte de oui mais. Oui, on peut s'en sortir grâce à la technologie en s'échappant sur la Lune. Le problème, c'est une existence stérile, isolée, complètement coupée de la nature, des liens humains. En gros, on survit, mais à quel prix? Ok, donc la technologie n'est pas la solution miracle. Alors peut-être faut-il chercher du côté politique. Une nouvelle forme de gouvernement, peut-être plus stricte, pourrait-elle être la réponse? C'est l'idée derrière l'État théocratique, le fameux peuple des livres. Eux, ils offrent la sécurité, l'ordre. Comment? En imposant une seule et unique vérité. Toute dissidence est éliminée. On obtient la paix, c'est vrai, mais au prix de la liberté de penser. Et ça nous amène à une 3e voie, une question qui résonne incroyablement avec notre époque. La surveillance totale. Pourrait-elle être la solution? Est-ce que la sécurité absolue vaut le sacrifice de notre vie privée? Dans ce scénario, on a l'œil qui voit tout. Imaginez, chaque citoyen reçoit un identifiant mobile personnel, un identigramma. Un réseau de détecteurs suit le moindre de vos mouvements. Petit à petit, au nom de la sécurité, tous les droits civils disparaissent.
Et si on n'a pas cet identifiant, eh bien c'est l'exécution sur le champ. La sécurité data maximale, la liberté, elle, est nulle. Au final, Vergary ne donne pas de réponse toute faite. Il ne dit pas « voilà la solution ». Non, il nous laisse avec une question qui est peut-être la plus importante de toutes. Face au chaos, quelle part de notre liberté est-on prêt à sacrifier pour un fragile sentiment d'ordre ? C'est en regardant ces solutions dystopiques qu'on aperçoit peut-être des reflets un peu dérangeants de notre propre monde.